peu caché. Je suis pas très grande. Tac. Alors, je vais déjà remercier la Maison de l'Europe pour cette invitation, assez imprévue pour moi, et aussi remercier la CCI pour leur accueil. Donc, comme vous disiez, aujourd'hui, je suis retournée sur les bancs de l'université pour commencer un doctorat, mais jusqu'en septembre dernier, et pendant 1 an et demi, j'ai été assistante parlementaire d'une députée française de la gauche européenne. Et donc c'est de cette expérience-là que je vais essayer de vous parler. Je vais essayer d'évoquer 2 choses, notamment le rôle du Parlement, pour que vous ayez quand même une idée de ce pourquoi vous allez voter. C'est quand même assez important de savoir à quoi sert l'institution pour laquelle on va voter. Et ensuite, essayer de vous expliquer un peu la machinerie interne au Parlement, qui fait quoi, comment ça s'organise, et voilà, pour rendre la chose un peu plus claire pour tout le monde et un peu plus proche aussi de vous, comme vous le disiez. Et je vais essayer aussi, de manière transversale, d'intégrer quelques exemples assez concrets de ce que j'ai pu faire au Parlement, pour montrer aussi quelques différences que vous avez par rapport au système national que vous connaissez beaucoup mieux sans doute que le système européen. Alors tout d'abord, à quoi sert le Parlement européen ? Alors le Parlement européen a au moins 3 rôles. Le premier rôle est sans doute le plus important. Le Parlement est le co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne, qui est lui composé des ministres des États membres, et donc co-législateur de l'Union. C'est-à-dire de la même façon que l'Assemblée nationale et que le Sénat, ils vont discuter des propositions de loi faites par la Commission européenne, qui est grosso modo l'exécutif de l'Union européenne, un peu comme notre gouvernement, même si pas les mêmes pouvoirs ni la même composition. Je vous la fais un peu court. Le second rôle du Parlement est celui d'élire le président de la Commission européenne, avec un système, avec un nom un peu barbare que je vais dire très mal, de Spitzenkandidaten. Je ne parle pas allemand, mais c'est ça l'idée. En gros, pour faire court, les groupes politiques vont chacun nommer une tête de liste pendant la campagne actuelle, qui aura vocation à devenir président de la Commission européenne si son parti arrive en tête aux élections. En réalité, c'est un peu plus complexe. Il y a des négociations entre les groupes politiques, un peu sur le mode de « je soutiens ton candidat à la Commission européenne si tu soutiens le mien à la candidature du Parlement européen, la présidence du Parlement européen ». Il y a un peu des jeux de négociation entre les partis et entre les groupes politiques sur cette question-là. Et le troisième rôle du Parlement, qui est finalement pas tant un rôle, mais qui est important, le Parlement européen est en gros la caution démocratique de l'Union européenne. C'est la seule institution démocratiquement ou directement élue par les citoyens européens, donc par vous-même, et donc est utilisée par l'Union européenne comme caution démocratique sur laquelle elle s'assoit pour légitimer ses décisions. Si on met à part le Conseil européen, qui lui est composé des États membres, des chefs de gouvernement et de chefs d'État, donc qui est aussi normalement élu par les citoyens. Donc ce sont les 3 grands rôles du Parlement, même si, traité après traité, les chefs d'État ont essayé de donner au Parlement européen les mêmes compétences, le même rôle et le même poids démocratique que celui qu'on peut avoir au niveau national, que l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, malgré tout, le Parlement a tout de même pas encore le même poids politique, le même poids démocratique que l'Assemblée nationale. Et finalement, c'est plutôt les États membres qui ont encore la main sur les grandes orientations de l'Union et les gros dossiers politiques de l'Union, en siégeant au Conseil de l'UE et en siégeant au Conseil européen. Mais de par son importance démocratique, le Parlement reste une institution importante, avec quand même malgré tout un point important aussi aux yeux des citoyens européens. Alors, une fois que tout ce petit monde est élu au Parlement, comment ça s'organise ? Tout d'abord, vous allez voter, vous, le 26 mai, pour des listes nationales. Donc pour la liste des Républicains, la liste des Verts, du PS, Place Publique, peu importe. Mais ces listes-là, les députés qui vont être élus ne vont pas siéger par nationalité à Bruxelles. Ils vont siéger, comme chez nous, par couleur politique. Donc la gauche avec la gauche, droite avec la droite, etc. Et donc une fois que vous allez les élire, ils vont devoir tous intégrer des groupes politiques qui ressemblent aujourd'hui à ceci. C'est la configuration actuelle du Parlement européen. Donc très simplement, par exemple, les Républicains sont actuellement dans le groupe du PPE, les socialistes avec les sociodémocrates, etc. Donc ils rejoignent en gros leurs partis frères européens dans tous ces groupes-là.
Mais je vais laisser un petit peu Arnaud en parler tout à l'heure parce que aujourd'hui, avec l'éclatement des partis traditionnels et l'émergence de nouvelles forces politiques, c'est un peu difficile d'imaginer la configuration future de ce Parlement et de cette Assemblée. Alors, une fois qu'ils sont inclus dans les groupes politiques, les députés vont ensuite se répartir le travail en siégeant dans des commissions parlementaires différentes. Alors, c'est pas hyper stimulant comme information, mais c'est important de savoir de quoi ils font partie pour comprendre comment ça fonctionne au Parlement. En gros, par exemple, ma députée à moi siège au nom de son groupe politique dans plusieurs commissions, notamment la commission Affaires étrangères, la commission Droits de l'homme, la commission Liberté civile, la commission aussi Terrorisme, qui est une commission qui apparaît pas là parce qu'elle est pas permanente. Donc voilà, donc tous les députés des groupes vont se répartir le boulot en siégeant dans des commissions différentes et donc ils vont devoir suivre les travaux de ces commissions au nom de leur groupe. Donc une fois qu'on connaît cette répartition, donc par groupe politique et ensuite par commission, comment s'organise typiquement un mois au Parlement européen ? Ben, ça ressemble à ça. C'est pas des vacances. Quand on travaille pour un député qui est vraiment engagé dans son boulot, comme dans toute entreprise, vous êtes commerçant, vous aussi, vous devez le savoir. Certaines personnes travaillent plus que d'autres. Au Parlement, c'est la même chose. Il n'y a pas que des députés qui ne travaillent pas. C'était l'agenda type, par exemple, du parlementaire du député que vous suiviez. C'est l'agenda de tous les députés, en fait. D'accord. C'est à quoi ressemble l'année au Parlement. Vous avez les mois janvier, février, mars. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Un mois au Parlement est coupé en 4 semaines différentes. En gros, vous avez une semaine de commission, ensuite une semaine de groupe, toutes les deux se passent à Bruxelles, ensuite une semaine de vote à Strasbourg, en rouge, et ensuite, pas toujours, mais parfois ce qu'on appelle les semaines vertes, c'est les semaines où les députés vont aller dans leur état d'origine, dans leur circonscription pour rencontrer les électeurs. Et donc, le travail le plus important du député, c'est celui de co-législateur. Et ce travail-là, il commence donc par les semaines de commission. Donc le mois d'un parlementaire commence par une semaine de commission au cours de laquelle ils vont en gros discuter des textes proposés par la Commission européenne. Pour faire très court aussi sur comment ça fonctionne donc, une semaine de commission, c'est des réunions de 8h, 8h30 à 19h, au cours desquelles les députés vont débattre des sujets, des propositions reçues par la Commission européenne. Et donc, pour chaque proposition de la Commission européenne, il y aura un seul député représentant son groupe qui sera chargé de rédiger la position du Parlement. Mais là, il y a une différence par rapport à ce qui existe au niveau national. Ah, j'ai oublié ça. Les commissions, ça se passe dans ces salles-là, de petits amphis, de petits hémicycles. Donc ce qui est différent par rapport à ce qui se passe au niveau national, c'est que contrairement à l'Assemblée nationale où la République en marche, par exemple, aujourd'hui est majoritaire, il n'y a pas de groupe politique majoritaire au Parlement européen. Et donc, un député et un groupe politique, s'il veut faire passer sa position, s'il veut que son texte soit adopté, il est obligé de négocier avec tous les autres groupes politiques, ou en tout cas avec certains groupes politiques, pour obtenir une majorité. L'art du compromis au Parlement européen. C'est des négociations parfois très très longues, qui peuvent durer des semaines ou parfois des mois sur des sujets un peu compliqués. C'est dans ce genre de deux petites salles avec une table ovale. Et donc les députés, un député par groupe politique, est autour de la table et essaye de trouver un compromis sur le texte. Et donc on négocie parfois à la place d'une virgule. Est-ce que ce point il est au bon endroit ? Est-ce qu'on devrait dire pourrait ou devrait ou sera ? C'est des mots importants dans un texte, mais c'est pas simple. C'est important ou on dirait que vous le dites avec ironie et ça paraît désuet tout ça ? Non, en fait c'est le cœur de la machine. C'est les réunions les plus importantes parce que c'est ces textes-là qui vont ensuite être votés. Et c'est des réunions qui peuvent être très houleuses, où siègent à la fois les députés et leurs conseillers politiques et les assistants. Et donc, c'est des réunions qui peuvent être interminables, parfois sans traduction. Donc, on est sur de l'anglais à négocier sur un mot. Est-ce qu'il faut mieux ce mot ou ce mot ? Quand votre député ne parle pas trop anglais, vous êtes traducteur. Et c'est un autre boulot que j'aimais pas trop.
Et donc négocier une virgule en anglais, c'est un peu compliqué parfois. Et donc c'est un peu le cœur de la machine, c'est essayer de trouver des compromis entre les groupes pour avoir une chance de faire passer un texte. Après, un groupe politique peut décider de négocier ou pas avec certaines couleurs politiques. C'est-à-dire l'extrême gauche refuse de négocier avec l'extrême droite, par exemple. Enfin, d'ailleurs, globalement, tout le monde refusait de négocier avec l'extrême droite, enfin les partis eurosceptiques en tout cas, qui de toute façon boycottent ce genre de réunion. Les partis eurosceptiques, souvent, ne font pas même partie, ne prennent pas part aux réunions de négociation, parce que de toute façon, ça ne les intéresse pas énormément. J'ai fait un raccourci un peu grand là, certains députés travaillent quand même. Mais voilà. Donc non, ce sont des réunions importantes. Et donc une fois que les députés se sont mis d'accord, ou en partie se sont mis d'accord sur un texte comme ça, un texte de proposition de la Commission, les négociations ne sont pas terminées. Ils engagent après des négociations avec le Conseil et la Commission européenne. C'est encore des nouvelles négociations dans ce même type de salle, toujours aussi longues, toujours aussi compliquées et parfois un peu trop techniques. Mais c'est des négociations importantes. C'est globalement en fait pour éviter que le texte se fasse rejeter par le Conseil de l'Union une fois qu'il arrive au Conseil. Et donc c'est assez marrant en fait à regarder ce genre de réunion. Quand j'étais en stage au Parlement, j'aimais bien aller à ces réunions juste pour observer ce qui se passait, parce que c'est très théâtralisé en fait. C'est dans ce genre de salle, d'un côté, vous avez les députés, leurs assistants et leurs conseillers, et de l'autre, vous avez le Conseil qui débarque à 10 personnes, la Commission qui débarque aussi à 10 personnes, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parler. Et donc en face, c'est très théâtralisé, c'est très rapport de force en fait. Et ce qui est marrant aussi, enfin ce qui est marrant ou assez triste, c'est que quand on est député ou assistant et qu'on participe à ces réunions, eh bien, on est incapable de savoir en fait quelle est la position de notre propre gouvernement sur le dossier qu'on négocie, parce que lorsque le Conseil vient négocier, il parle au nom du Conseil. Et il ne donne pas la position des États au Conseil en fait. Et il parle d'une seule voix. Donc on est obligé, nous, de contourner l'opacité du Conseil, en passant par les représentations nationales et des contacts par-ci, par-là, pour savoir quelle est la position de notre propre État sur le dossier qu'on est en train de négocier en fait. Donc, voilà, c'est des réunions assez spectaculaires, pas spectaculaires, mais ouais, c'est du théâtre. Mais c'est des réunions importantes. Alors, je dis ça en rigolant, mais c'est quand même super important. Donc voilà. Donc une fois que tout ça est négocié, qu'un accord est trouvé, on change de semaine, on passe sur des semaines de groupe. C'est une semaine en gros très simple où les députés vont retrouver leur groupe. Et donc c'est des réunions de groupe où en gros les députés qui ont suivi les textes qui vont être soumis au vote bientôt vont expliquer à leurs collègues quelle a été l'issue des négociations et surtout vont leur conseiller de voter pour, de voter contre ou de s'abstenir sur ce texte. En gros, c'est une semaine où les groupes dessinent leur ligne politique sur les textes à venir au vote. Donc une fois que tout ça est fini, enfin les négociations sont terminées. Alors ça, c'est une semaine de commission type d'un parlementaire. Donc, d'un parlementaire qui travaille. Parce qu'ils n'ont pas tous le même agenda, qui n'est pas tout aussi complet. Alors les semaines commencent grosso modo le lundi après-midi vers 14-15 heures et se terminent le jeudi en fin de journée. Et donc vous avez beaucoup de réunions en même temps, c'est là que les assistants ont un rôle important. En gros, on représente les députés là où ils ne peuvent pas aller. Et donc vous avez des réunions de négociations ici, des négociations ici, des négociations le lundi matin, et puis des réunions de commission. C'est des journées assez chargées, où parfois il n'y a pas beaucoup de pauses. Et donc une fois que tout ça est fait, que tous les compromis sont trouvés, plus ou moins trouvés, on part tous à Strasbourg. Là c'est quelque chose aussi d'assez marrant, Strasbourg. On part tous à Strasbourg pour une semaine, du lundi au jeudi matin, et on part avec les députés, avec les assistants, avec les conseillers politiques, avec l'administration, avec les chauffeurs, avec les vigiles, etc., etc., etc. Et ça fait un peu tabou. Il y a un peu une remise en question récurrente de l'utilité de ces déplacements, sachant qu'on a le même hémicycle à Bruxelles. Et donc Strasbourg, c'est les semaines de vote. Donc c'est des grosses journées de 8h30 à 23h, avec des débats, avec des interviews politiques, de radio souvent, avec des conférences de presse, et surtout avec des votes.
Et donc je vais en terminer par les votes. Les votes, comment ça se passe concrètement? Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble à Strasbourg. C'est les petits bureaux qu'on a à Strasbourg. En gros, on est de 8h à 23h, un peu les uns sur les autres, dans des petits bureaux qui ressemblent à des chambres d'hôtel. On a des salles de bain, etc. J'ai juste mis ça parce que j'étais un petit peu en tourisme au Parlement, ma première semaine de stage. C'est les restaurants au Parlement. Les restaurants, c'est toujours important. Donc à Strasbourg, les votes, très concrètement, donc les députés qui ont suivi les dossiers qui vont être soumis au vote donnent donc consigne, comme je disais, consigne ou demande, conseillent leurs collègues députés de voter pour, contre ou s'abstenir sur un texte. Mais le truc, c'est que c'est pas contraignant. C'est-à-dire que c'est un conseil, c'est une consigne de vote qui est faite au groupe, mais qui n'est pas contraignante. Donc un député peut tout à fait voter différemment que la consigne de son groupe. Donc nous, on recevait tous les matins avant les votes toute une liste avec tous les textes et avec des consignes plus, moins ou zéro pour, contre, abstention. Et après, en fonction de la position personnelle de notre député, donc là c'est le rôle de l'assistant aussi, et ben on modifiait les votes si nécessaire. Parce qu'on considérait que notre député n'était pas tout à fait sur la ligne de son groupe politique. C'est pas souvent, mais ça existe. Sur certains thèmes. Donc c'est une différence aussi avec ce qui se passe au niveau national. C'est qu'en plus, il y a des divisions qui existent sur les votes au niveau européen qui n'existent pas au niveau national, c'est tout à fait logique. Vous avez une division partisane, comme on connaît chez nous, entre la droite et la gauche sur certains dossiers, mais il y a aussi une division qui n'existe pas, évidemment, c'est la division nationale. Donc sur certains votes, les groupes politiques sont très divisés, et pas parce qu'ils n'y sont pas d'accord politiquement, mais parce que par leur culture, par leur histoire, et par ce qui se passe dans leurs États, au niveau économique, etc., ils n'ont pas la même vision du dossier. J'ai travaillé, par exemple, il y a 1 an et demi, sur une résolution qui visait à lutter contre l'antisémitisme. Et donc j'étais chargée de suivre le dossier pour mon groupe avec ma députée. Et dans cette résolution, tout à fait honorable évidemment, il y avait une définition de l'antisémitisme qui incluait en fait toute critique à l'État d'Israël. Donc en gros, si on critique l'État d'Israël, ça s'appelle l'antisémitisme. Et on considérait de notre côté qu'une définition aussi large de l'antisémitisme serait un danger pour certains défenseurs des droits sur place, etc. Et donc on a proposé de voter contre cette résolution. Même si notre groupe était globalement d'accord avec nous, et toute une partie de la gauche aussi, on a eu un petit problème, enfin en tout cas, les députés par exemple, allemands de notre groupe ont eu une difficulté assez énorme pour se positionner sur ce sujet, et dans plusieurs autres groupes politiques également, tout simplement parce que historiquement, même aujourd'hui encore, c'était compliqué pour eux de voter contre un texte qui visait à lutter contre l'antisémitisme. Donc c'est l'un des gros exemples que je prends, qui est un peu caricatural, mais c'est ce genre de dossiers qui peuvent être un peu clivants, même si politiquement ils étaient d'accord avec nous, si publiquement on voit qu'ils ont voté contre un texte de lutte contre l'antisémitisme, si on ne va pas chercher, si on ne va pas lire le détail du texte, c'est un peu compliqué à comprendre pour n'importe quel citoyen qui n'a pas suivi le dossier. Après, sur des trucs un peu moins tendus, touchy, c'est un texte, par exemple, contre la pêche électrique. Nos députés portugais, députés néerlandais l'utilisent énormément, et ils ne peuvent pas voter contre. Enfin, en tout cas, ils ont plus de scrupules à voter contre. Donc parfois, ils s'abstiennent pour ne pas créer de grosses divisions, pour pas que ça se voit trop, mais ils votent parfois contre. Donc voilà, il y a des divisions qui existent, qui rendent un peu difficile à comprendre peut-être certains votes aux yeux des citoyens. Si vous n'avez pas suivi, si vous ne connaissez pas bien le fonctionnement, c'est pas tout à fait simple de comprendre la position parfois de son député, qui d'ailleurs est parfois pas publique, donc c'est encore moins simple de comprendre. Mais donc c'est une différence assez grosse avec au niveau national. Très bien. Il va nous manquer du temps pour échanger. Eh bien, on va le prendre quand même, parce que quand une main se lève, on l'honore. Bonjour. Bonjour, c'est juste un éclairage pour moi. Sur votre premier slide où on voit conseil, UE, etc., parlementaire, c'est juste pour bien m'éclairer, encore avant, voilà. Si on prend votre texte sur l'antisémitisme, par exemple, vous pouvez nous refaire le parcours. C'est-à-dire d'où ça vient l'impulsion de départ, comment c'est transformé et qui vote au bout.
dans cette configuration? Alors, passe le micro. Non, mais... Alors, j'en ai pas parlé, en fait, de ce genre de texte-là. Contrairement à l'Assemblée nationale, le Parlement européen n'a pas d'initiative législative. Il ne peut pas proposer un texte qui sera soumis au vote. Mais il le fait quand même. Mais ce n'est pas des textes contraignants, mais il le fait. Donc, en fait, les 3/4 du boulot du Parlement, c'est de rédiger des textes qui sont ce qu'il aimerait que la Commission propose. Et en fait, c'est des positionnements politiques du Parlement européen. Donc sur plein de sujets, notamment sur les affaires étrangères, où le Parlement n'a pas spécialement de compétences. Il prend souvent beaucoup de positions politiques en votant des résolutions de ce type-là. On s'appelle des résolutions qui sont en dehors en fait, du cadre législatif ordinaire, donc de la procédure législative ordinaire. Ce ne sont pas des résolutions contraignantes. C'est en gros des conseils aux États. Par exemple, de dire il serait bien d'adopter cette définition-là de l'antisémitisme. C'est des positionnements du Parlement qui ne sont pas contraignants. Donc en gros, ça part du Parlement. Ça part du Parlement, ça reste au Parlement. Il n'y a pas de surprise. Par exemple, sur l'antisémitisme, ça part du Parlement, c'est débattu comme vous avez expliqué, et après, c'est voté, l'idée est votée, ouais. et on espère que la Commission puisse réagir. Voilà, donc voilà, une fois qu'on a donné l'avis voilà, d'accord. C'est à la Commission européenne. Sur beaucoup de sujets, en fait, sur les relations internationales, très souvent, le Parlement prend position sur, par exemple, la situation politique au Venezuela ou ce genre de choses, n'a pas de compétences. Mais en gros, ce sont les commissions thématiques qui s'emparent d'un sujet et qui décident, avec accord de tous les groupes politiques, qui décident que ce sujet-là, on le met à l'ordre du jour. On le met à l'ordre du jour parce que ça paraît important, que l'Union européenne doit avoir une position, et donc il rédige un rapport qui est négocié de la même façon, mais juste entre les députés. Du coup, pas du tout de négociation avec le Conseil et la Commission. Ça se fait intra... Pêche électrique, c'est différent. On peut leur montrer peut-être comment ça se passe avec la pêche électrique. Avec la Commission... Avec la Commission européenne qui propose... Du coup, c'est le système que vous voyez ici, pêche électrique. La proposition vient de la Commission européenne. La proposition atterrit au Parlement. Comme c'est un sujet pêche, ça atterrit à la Commission pêche. Et donc, il y a un député qui est chargé au nom de son groupe de rédiger la position du Parlement, qui négocie avec les autres députés des autres groupes pour trouver un compromis. En tout cas, qui essaye de rallier plusieurs groupes à sa cause pour pouvoir faire passer son texte. Ensuite, donc, c'est envoyé à Strasbourg. Et après, ça part en fait au Conseil. Ça part au Conseil de l'UE comme entre l'Assemblée nationale et le Sénat en fait. Ça part au Conseil, première lecture au Conseil. S'il est OK, c'est adopté et c'est mis en œuvre. S'il n'est pas d'accord, ça retourne au Parlement européen. Le Parlement européen peut rejeter la position du Conseil. Du coup, on recommence tout. Il peut aussi l'amender, changer la proposition du Conseil. Dans ce cas, ça repart. Il y a un processus de conciliation, comme il existe chez nous aussi, je crois, de conciliation entre les institutions s'il n'y a pas d'accord. Voilà, c'est un peu la même navette que chez nous. Une question, et puis on passe à la prochaine intervention. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez répondu en fait je voulais sortir de l'antisémitisme et parler de la taille des cages de poules, par exemple, ou de choses comme ça. Donc moi, je retiens que l'idée vient forcément de la Commission européenne, et ensuite, on rentre dans le. Donc, je profite d'avoir le micro pour poser une autre question sur le présentéisme. Est-ce que nous, électeurs, nous pouvons avoir accès, comme on peut l'avoir au niveau des députés français, à la quantité de travail fourni par tel ou tel, à sa participation, à son apport, etc., etc. Oui. Déjà, de manière très simple, vous pouvez y accéder sur le site du Parlement européen. Sur chaque fiche de député, vous avez toute son activité parlementaire. Vous avez tous les rapports qu'il suit, tous les rapports qu'il a écrits ou pour lesquels il suit au nom de son groupe. Vous avez ses interventions en plénière, vous avez ses interventions en commission thématique, vous avez les votes qu'il a faits, parfois les explications de ces votes. Elles sont en ligne normalement. Après, ils ont tous aussi des sites sur lesquels ils publient leurs trucs. Mais vous avez donc la majorité, en tout cas, de son activité parlementaire qui est directement sur les fiches des députés sur le site du Parlement européen. C'est en tout cas la source principale pour connaître toute son activité. Il n'y a aucune obligation de travail. D'obligation de travailler. S'il ne travaille pas,
un peu comme dans tout boulot, ils sont pas payés entièrement. Si c'est ça la question, s'ils sont obligés de travailler. En gros, un député a un salaire de base d'environ 7 000 euros, 6 008 je crois à peu près. Et ensuite, il a une rémunération en fonction des réunions auxquelles il participe. Donc, typiquement sur des réunions, des semaines de commission comme ça, quand il arrive en commission, il signe un papier qui dit qu'il est présent en commission. Et donc, il a un financement quand il signe ce papier.